Alors, on a terminé la dernière fois sur la définition du travail. Je vous ai rappelé l'expression du travail dans quelques cas particuliers. En particulier, je vous ai rappelé le travail des forces de pression. Je vais rajouter un petit quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois qui va nous servir dans la suite. C'est bon, vous êtes tous avec moi? Mais complètement. Totalement. Okay. Quand on a une transformation quasi statique, vous rappelez que la définition de ça, c'est que le système passe par une série d'états d'équilibre. Et j'avais dû vous dire à un moment donné, quand on avait parlé de ça, qu'on peut du coup représenter l'évolution de l'état en fonction du temps dans un diagramme qui représente par exemple la pression en fonction du volume. Ça s'appelle un diagramme PV. Dire que la transformation est quasi statique, ça veut dire que si je commence par un état qui est ici et que je finis par un état qui est là, je vais passer entre les deux par une série de points qui sont aussi représentés par des points qui ont une pression et un volume donné. D'accord? Ça s'appelle un chemin, ça, dans le diagramme ici, PV. La dernière fois, on a vu que pour une transformation quasi statique, alors plus précisément, l'expression que je vous ai donnée, celle-ci, j'ai dit que le travail s'écrivait comme ça. Ça, c'est vrai quand la pression intérieure est équilibrée avec la pression extérieure. Donc en fait, ça, l'expression qui est ici est vraie quand il y a équilibre mécanique entre le système et l'extérieur. Donc quand il y a équilibre mécanique entre le système et l'extérieur, on peut écrire le travail élémentaire reçu sous cette formule-là. Et quand la transformation est quasi statique, on peut écrire une transformation se représente par un trajet ici dans ce diagramme PV. Du coup, quand les deux conditions sont réunies, on a une interprétation géométrique très simple du travail, puisque vous vous rappelez que PDV, si ici je prends un petit intervalle dV et que je multiplie ici par la hauteur P, dV, donc c'est la largeur de cette figure-là, la pression P elle est ici, donc P fois dV, c'est l'air finalement de la petite bande bleue que je viens de tracer ici. Et si je somme cette quantité-là entre l'état initial ici et puis l'état final ici, ça me donne l'air qui est sous la courbe là. Donc PDV, intégrale de PDV, c'est-à-dire le travail pour aller de A à B, ça s'écrit moins intégrale de P dV entre A et B. Et cette quantité-là, ça c'est l'air sous la courbe. D'accord? Donc si je vais mettre le sens ici, si on va de A vers B comme ça, l'intégrale c'est l'air sur la courbe. Donc dans le cas qui est ici, le travail reçu par le système c'est moins l'air sous la courbe. Donc l'air qui est ici est égal à opposé du travail reçu. C'est-à-dire, ce qu'on appellerait aussi, opposé du travail reçu, c'est le travail fourni. D'accord? Donc, dans le cas qui est ici, le système fournit du travail. Si j'avais représenté une transformation un peu différente dans laquelle le point A est ici et le point B est ici, n'importe quoi ici entre les deux, et qu'on va dans cette direction-là, cette fois-ci, il faut faire un petit peu attention. Parce que l'air sous la courbe, c'est encore l'intégrale de PDV. Mais ici, comme on se dirige de A vers B dans ce sens-là, l'intégrale de là à là, c'est l'opposé de l'air sous la courbe. Attention, une aire, c'est toujours quelque chose de positif. Donc, il n'y a pas trop dans la notion de air, si je vous dis que ça fait 10 cm², ça ne vous dit pas dans quel sens on a parcouru le chemin ici. Donc, par convention, comme vous avez étudié les intégrales en maths, quand on va de là à là, l'air sous la courbe, c'est bien l'intégrale, mais du coup, quand on fait le trajet dans l'autre sens, l'intégrale, c'est moins l'air qui est là-dessous. Donc, dans cette situation-là, l'air, ici, c'est le travail reçu. Il faudra faire un petit peu attention à ça. On aura l'occasion, quand on verra les cycles thermodynamiques un petit peu plus tard, d'interpréter ici les travails reçus ou fournis avec les intégrales et donc avec l'air des surfaces qui se situent sous la courbe. Il faudra faire attention au sens dans lequel c'est parcouru.
on aurait pu voir ça de manière beaucoup plus simple, donc, en ce qui concerne juste le signe. Ici, quand on va de là à là, le système s'expand, donc il est obligé de pousser l'extérieur, donc forcément, donc qu'est-ce qu'il fait? Si son volume augmente, il pousse l'extérieur, donc il devrait fournir du travail. Oui, c'est le cas, c'est bien ce qu'on vient de dire. Ah. Dans le sens, au contraire, son volume diminue, donc il se fait comprimer par l'extérieur, donc il reçoit du travail. Je vais remettre les axes ici pour... C'est par l'extérieur, enfin, c'est par le système à l'extérieur. Voilà, c'est toujours le travail fourni par le système à l'extérieur. Quand on dit rien, ça c'est une convention en thermodynamique, j'en ai parlé deux fois, c'est le travail reçu par le système. Alors si ça va, j'efface et puis on passe au chapitre 4 que je voulais entamer aujourd'hui. On se voit 3 fois cette semaine. C'est tout bon? Alors, aujourd'hui on va voir le lien qu'il y a entre le travail et la chaleur. Je vous ai montré ça la dernière fois, j'en ai parlé comme deux choses séparées. Et en fait, il y a un lien vraiment profond entre les deux. Et ce lien, il est fait via ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. C'est l'objet du chapitre 4. Et le premier paragraphe s'appelle équivalence. Je vais délimiter, on verra pourquoi plus tard, entre travail et énergie et chaleur. Donc pour l'instant, dans la manière dont je vous ai présenté ça, qui a suivi à peu près la méthode historique, je vous ai présenté la chaleur comme quelque chose qu'on apporte avec certains types de systèmes, des flammes par exemple, et puis le travail comme quelque chose qu'on apporte d'une autre manière à un système, avec des forces. Il n'y a pas de raison a priori comme ça qu'il y ait un lien entre les deux, d'ailleurs ça ne s'exprime pas a priori dans la même unité. La chaleur s'exprime en calories et le travail s'exprime en joules. Au fil de l'histoire des sciences, il y a eu plusieurs indices qu'en fait ces deux choses-là étaient reliées. Et un des premiers indices importants, c'est à la fin des années 1790. La date où ça a été publié, c'est 1798, on pourrait chipoter sur les vies de Keller, ça sera un peu avant, mais bon. Il y a les expériences de Rumford. Rumford, il était comte, alors je ne sais pas exactement ce qu'il faisait dans la vie, pour regarder chercher, peu importe. Il avait fait une série d'expériences démontrées, qui étaient destinées à montrer la nature de la chaleur. Lui, il voulait comprendre ce que c'était que la chaleur. Les gens croyaient, à son époque, que la chaleur c'était un fluide qui se déplaçait d'un corps à l'autre, c'était le calorique. Et lui, il avait des raisons de penser que non. Et les expériences qu'il a menées, c'était les suivantes. Il s'était aperçu que quand on fabrique un canon, alors c'est parti des canons, je suis désolé, c'est un peu guerrier, mais c'est comme ça. Un canon, c'est quoi? C'est un bout de métal dans lequel on fait un trou. C'est vraiment comme ça que c'était fait en fait. Alors, le trou était au début, on faisait vraiment une coquille et tout, mais l'intérieur, on voulait que ça soit lisse, donc on allait forer à l'intérieur. Il y avait vraiment un gros foret mécaniquement qu'on enfonçait là-dedans et qui servait à enlever du matériau pour faire quelque chose de bien cylindrique. Et on s'était aperçu depuis longtemps que ça chauffait le canon quand on faisait tourner la manivelle. En gros. On faisait tourner la chignole là-dedans et ça chauffait. Et les gens qui étaient les scientifiques, les savants qui étaient partisans de l'hypothèse du calorique disaient bah oui, c'est parce que dans les grains de fonte là, ou de métal qui sont libérés par le frottement, dedans il y a du calorique et ce calorique est libéré. En quelque sorte, le calorique il est là-dedans, puis quand on abrase un peu, bah, ça fait sortir du calorique et puis ça s'échappe et ça sert à chauffer le canon. Si c'était le cas, il devrait y avoir une limite à ça. En frottant, tant qu'on peut le canon ici, au bout d'un moment, tout le calorique devrait être parti et ça devrait arrêter de chauffer.
Lui a montré que non, en fait. Il a mis un canon vraiment dans de l'eau, dans un restaurant qui contenait plein d'eau, et il s'est aperçu que l'eau, la chaleur de l'eau, enfin la température de l'eau s'élevait quand on faisait tourner la chignole là-dedans. Il arrivait à faire bouillir de l'eau facilement. C'est quand même, c'est pas rien, il y a beaucoup de frottement quand on fait un truc. Et il a montré que l'échauffement de l'eau n'était pas du tout relié à la quantité de résidus qu'il y avait à l'intérieur, de poudre qu'il y avait. C'était vraiment relié à la manière dont on frottait, à l'effort qu'on faisait pour frotter, mais pas à la quantité de matière qu'on avait enlevée dans le canon. Donc ça commençait déjà à mettre à mal la théorie du calorique. Il y avait une certaine relation entre le frottement, le fait de frotter, et le fait de chauffer. Et lui a fait des expériences, des premières expériences quantitatives sur ça. Alors il a fait pas mal de choses, mais les gens n'ont pas forcément pris au sérieux, ils n'avaient pas forcément les outils pour vraiment en tirer le plus de parti possible. La deuxième date là-dedans, c'est 1840, quelque chose comme ça, 45, où un autre gars arrive, Joule, fait des expériences similaires. Lui, Joule, donc il va vraiment faire ça de manière complètement quantitative. Il se dit, bon ben voilà, effectivement le frottement et l'élévation de température, c'est deux choses qui sont reliées. Comment le sont-elles? Et il fait une série d'expériences dans lesquelles il fait la chose suivante. Il a un récipient là, qui contient de l'eau. Dans ce récipient, je vais essayer de le faire un petit peu en 3D. Dans ce récipient, il a des pales comme ça. Donc il a des pales qui vont dans le récipient. Il a ici une sorte de manivelle, enfin quelque chose qui peut tourner. On va mettre ça comme ça. Ici, ça c'est un disque qui est posé sur un axe et il y a un fil qui part comme ça, suspendu à une poulie. Ça commence à devenir un inspecteur gadget là, mais c'est comme ça. Donc il y a une poulie ici, une autre poulie là, mais celle-là elle est horizontale. Ici une masse, et quand la masse tombe, du coup ça fait tourner la poulie qui est ici, ça fait tourner les pales. Voilà. Et il s'était aperçu par ailleurs que si à la main il fait tourner les pales dans un récipient d'eau, ça chauffe l'eau en fait. Et donc lui, ce qu'il s'est dit, il s'est demandé s'il y avait une relation entre le travail qu'on fournit de cette manière, travail mécanique, et l'élévation de température. Il s'est aperçu que oui. Grâce à la masse qui est ici, il avait une masse, de masse donnée qui faisait tomber ici d'une hauteur donnée, donc il pouvait calculer le travail exercé par le poids, hein, le travail de la force, le poids en tant que force, le travail qui était fourni au système ici en mesurant l'élévation, enfin plutôt la descente de la masse. Donc il pouvait mesurer le travail fourni à l'eau, et il pouvait mesurer d'autre part l'élévation de température de l'eau. Il s'est aperçu que les deux étaient proportionnels. Le delta T qui est ici était proportionnel au travail fourni. Or, on a vu la dernière fois que, pardon, c'est delta T, j'ai dit delta T, j'ai dit delta T. L'élévation de température est proportionnelle au travail. On a vu la dernière fois qu'elle est aussi proportionnelle à la quantité de chaleur quand on apporte de la chaleur au système. Si on ne fait pas cette manip-là, mais qu'on chauffe l'eau avec un briquet en dessous, avec du feu, on a vu la dernière fois que l'élévation de température est proportionnelle à la quantité de chaleur qu'on a apportée. Donc ça nous dit que si l'élévation de température est à la fois proportionnelle à ça et à ça, les deux ici sont proportionnels entre eux. Et donc il a montré comme ça qu'il y avait une équivalence entre chaleur et entre quantité de chaleur et travail. Et il a mis en évidence ce résultat important suivant, c'est qu'apporter une calorie sous forme de chaleur à un système, on peut le faire aussi, on peut amener le système dans le même état en apportant 4,18 joules. Alors, il ne s'agit pas ici d'une bête conversion d'unité, hein, c'est pas ça qu'il a fait. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas que la quantité de chaleur et de travail était quelque chose qui pouvait être de même nature. Donc lui, ce qu'il a dit, c'est on peut échauffer un système en lui apportant du travail ou de la chaleur, pourvu qu'à chaque calorie qu'on apporte comme chaleur, et bien on apporte 4,18 joules comme travail. Donc c'est vraiment cette équivalence-là qu'il a montré. Ça, cette quantité-là est appelée l'équivalent mécanique de la chaleur. À partir de là,
on peut aller plus loin, et ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, ça nous dit justement dans quelle mesure ces deux quantités-là, travail et chaleur, sont équivalentes. Alors, je vais juste faire une remarque sous forme de question ici en deuxième partie. Je vous ai dit, quand je vous ai introduit la quantité de chaleur et le travail, attention, ce ne sont pas des fonctions d'état, on va y revenir, plus tard, mais voilà, on va commencer à y revenir maintenant. Les expériences de Joule ici donc, nous montrent qu'on peut amener un système d'un état à un autre. Alors je vais faire un petit diagramme, par exemple, la température en fonction de la pression pour l'eau qui est dans le système là. Les manipulations qu'avait fait Joule, ces expériences étaient à pression constante, c'était la pression atmosphérique. Et donc ce qu'a montré Joule, c'est qu'on pouvait passer d'un état ici à une certaine température à un autre. Voilà. Passer de ce point-là à ce point-là, de deux manières différentes. En apportant ou bien une quantité de chaleur Q, ça simplement en chauffant bêtement avec un briquet en dessous, ou bien en apportant du travail, ça c'est en secouant, en faisant tourner les pales. Donc ça vous dit que nécessairement, la quantité de chaleur, par exemple, ne peut pas être une fonction d'état. Si vous avez ici un système qui est dans l'état A et que vous l'amenez dans l'état B, si la quantité de chaleur était une fonction d'état, ça ne dépendrait que de l'état B ici. Donc si vous vous dites je vais de A à B, ça vous dirait ben voilà la quantité de chaleur vaut tant, puisque ça ne dépend que de l'état B. Ce n'est pas le cas ici. La quantité de chaleur, c'est quelque chose qui dépend de la transformation. On peut passer de A à B avec différentes quantités de chaleur. Donc Q n'est pas une fonction d'état. Pour exactement la même raison, W, le travail, n'est pas une non plus. Vous verrez ça de manière un petit peu plus mathématique en TD la prochaine fois, demain ou mercredi probablement. Alors, on en vient à ce fameux premier principe de la thermodynamique. Vous l'avez déjà vu, je pense, en thermochimie, non? Sûrement. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire quelque chose? Allez-y, n'hésitez pas à dire une bêtise. Il n'y a pas une histoire d'énergie interne? Oui, il y a une histoire d'énergie interne. D'accord? Donc ça c'est un bon mot-clé, il va apparaître dans la définition. Du coup, ça évoque quelque chose aux autres? Il n'y a personne qui se roule en boule en tremblant par terre à l'évocation du mot énergie interne, c'est bien? Ça ne vous a pas si traumatisé que ça? Ok. Donc, ce que dit le premier principe de la thermodynamique, d'abord, alors j'insiste sur le fait que ce qu'on va dire là, c'est un principe. Donc ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir vous démontrer de quelconque manière, c'est quelque chose qui a été supposé assez tôt dans l'histoire de la thermodynamique. Les gens avaient fait certaines observations, je vais venir maintenant, ils ont dit bah, c'est sûrement vrai tout le temps, on va supposer que c'est vrai tout le temps, qu'est-ce qui en découle comme conséquences physiques, et toutes les conséquences physiques qui découlent de ça, en fait, sont vérifiées dans les faits. Alors après, on va parler d'interprétation microscopique de ce premier principe plus tard, donc ça sera quand même une forme de démonstration dans un certain sens, mais pas complètement non plus. Ce que dit le premier principe, c'est la chose suivante. Alors, je vais l'écrire de manière un peu fleurie, on va dire. Certes, Q et W ne sont pas des fonctions d'état. Mais, pour toute transformation d'un état A à un état B, la somme Q plus W pour aller de A vers B ne dépend que
des états A et B et pas du chemin suivi. Alors je l'écris, je vous laisse copier, puis on en discute. Et je complète. C'est pas tout à fait fini, là, il y a un autre bout de ce principe. Donc, ce que je viens de vous dire là, juste avant, c'est qu'on peut aller d'un état A à un état B en apportant une certaine quantité de chaleur Q, en apportant un certain travail W. Joule a montré que si on exprime Q en calories et en faisant la conversion de 1 calorie égale 4,18 joules, on peut amener le même état ici le système de A à B en apportant Q ou W. Ce que dit le premier principe, c'est encore plus général que ça, c'est-à-dire que je peux en apporter un petit bout sous forme de quantité de chaleur, un petit bout sous forme de travail, mais que la somme des deux, de la quantité de chaleur et du travail que j'apporte, sera tout le temps la même. Ça, c'est un résultat qui est vraiment très fort. Hein. Voilà. Vous n'avez pas le choix, si vous faites une certaine transformation entre A et B, cette somme-là doit valoir une certaine quantité précise. Du coup, si ça ne dépend que des états A et B, ça veut dire que nécessairement, c'est la différence d'une fonction d'état. C'est la variation d'une fonction d'état. Une quantité comme ça, pour passer de A à B qui ne dépend pas du chemin suivi, c'est forcément la variation d'une fonction d'état. Donc, Q plus W est la variation d'une fonction d'état. C'est-à-dire que je peux écrire qu'en allant de A à B, Q pour aller de A à B plus W pour aller de A à B, c'est une certaine fonction d'état en B moins une certaine fonction d'état en A. C'est cette fonction d'état-là qu'on définit comme l'énergie interne. Donc ça, on le note U de B moins U de A. Ce qu'on note aussi delta U, où U est appelé énergie interne. Le point important de ce principe, il n'est pas dans U est appelé énergie interne. J'insiste bien. On voit parfois ce principe-là, même dans des bouquins, où on vous dit, premier principe, ben voilà, il existe une fonction, il existe une fonction U qu'on appelle énergie interne et qui est une fonction d'état. Oui, enfin, ça ne nous dit rien, ça. Oui, il existe, la température, c'en est une aussi, on peut en faire plein des fonctions d'état. Le truc important, c'est vraiment ça. C'est que la somme qui est ici ne dépend pas du chemin suivi. Et du coup, c'est ça qui permet d'écrire la suite. D'accord ? Voilà. Cette énergie interne, on va en donner une interprétation et on verra certaines de ses propriétés. Là, tel que je l'ai écrit, ça c'est une forme donc pour une transformation finie. Je vais l'écrire maintenant pour une transformation élémentaire. Vous l'avez aussi, je pense, déjà vu sous cette forme-là. Donc quand on fait une transformation élémentaire, c'est-à-dire aussi, dont les paramètres varient aussi peu qu'on veut, on a du est égal à delta Q plus delta W. Vous voyez ici, je fais très attention aux notations que j'utilise pour les variations des trucs. Les variations de U, je vais noter avec un petit d, parce que U est une fonction d'état. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une différentielle totale. C'est ça que vous verrez plus précisément en TD mercredi. Alors que ça, ce sont des variations, ce sont des échanges élémentaires, échanges de chaleur et échanges de travail élémentaires. Ce ne sont pas les variations de fonctions d'état. Donc je ne mets pas des petits d, je mets des deltas. Allez-y, hein, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Non, ça va pour l'instant ? Alors,
on va commencer par un embryon d'interprétation microscopique. Je dis un embryon de parce qu'on reviendra à ça vraiment plus longuement dans la suite. Et ce que je vais dire maintenant, je ne vais pas essayer de le rendre le plus général possible, je vais juste essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que ça peut vouloir dire, cette énergie interne. Interprétation microscopique. Vous avez vu en méca, en première année, quelque chose qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique, hein, qui relie aussi une variation de quelque chose à un travail. Vous pouvez me dire ce que dit le théorème de l'énergie cinétique ? Allez-y. Vas-y. Allez. Bah, au moins, t'as rien dit de faux. Vas-y. Lance-toi. Non, c'est probablement juste. Non, personne ne sait. Delta E égale moins le carré, c'est ça? Alors, il n'y a pas de moins, mais c'est ça, oui. Alors, avec un tout petit bémol, c'est la variation d'énergie cinétique. Ce que dit le théorème de l'énergie cinétique, c'est que, je vais écrire en méca, vous avez que le travail de toutes les forces auxquelles est soumis le système, force intérieure, force extérieure, c'est donné par la variation d'énergie cinétique. C'est égal à la variation d'énergie cinétique du système. Si on réfléchit bien à ce qui se passe dans l'expérience de Joule, là. L'expérience de Joule, dans sa forme, les pales qui tournent dans un système, là, on pourrait très bien l'étudier avec la mécanique que vous avez déjà faite. C'est ce que je vais essayer de vous dire au premier cours, là. C'est quelqu'un qui aurait une capacité de calcul énorme, qui pourrait calculer 10 puissance 20 quantités, 10 puissance 26 équations et les résoudre, etc. Il dirait, dans le fluide qu'a étudié Joule, chaque particule a une certaine vitesse, une certaine énergie cinétique. Je peux très bien considérer comme système l'ensemble des molécules, faire de la mécanique avec ça. Ce qu'on trouverait quand on fait ça, on pourrait appliquer par exemple le théorème de l'énergie cinétique, et ça nous dirait que le travail qu'on a apporté au système est donné par la variation d'énergie cinétique de ce qui se trouve dedans. D'accord ? Donc dans l'expérience de Joule, si on l'étudie du point de vue de la mécanique, ça nous dit que donc, le travail reçu est égal à la variation d'énergie cinétique. Faire un petit peu attention. Donc, dans l'expérience de Joule, il s'agit ici de tout un tas de molécules qui ont des vitesses différentes les unes des autres, ça bouge dans tous les sens. Ce qu'on appelle l'énergie cinétique ici, ça serait la somme des énergies cinétiques individuelles de toutes les particules. C'est la somme de 1,5 de m VI carré, la somme de I égale 1 à grand N, où grand N c'est le nombre de particules dans le système. D'accord ? Donc ça nous dit, maintenant, si on raisonne du point de vue de la thermodynamique, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le travail reçu... C'est bon ? Ça va ? Le travail reçu, on peut aussi on voit qu'il apparaît ici dans cette expression-là. Dans l'expérience de Joule, dans la version où il n'y a pas de quantité de chaleur d'apporter, mais juste le travail, le premier principe nous dit que le travail reçu est égal à delta U. Donc ça vous dit que pour le système ici étudié par Newton, la quantité qui est ici, là, ça c'est aussi delta U. D'accord ? Donc ça vous dit que, alors si vous voulez bien, je vais pas pour l'instant m'intéresser au fait que les particules puissent interagir les unes avec les autres, on verra ça plus tard, comment est-ce que ça change tout ça, le fait qu'il y ait une énergie potentielle d'interaction entre les molécules. Là on va considérer que c'est juste des particules, un gaz parfait en fait, hein, qui peuvent simplement se déplacer, et je néglige ici le fait qu'elles interagissent les unes avec les autres. Ça vous comprendrez ce que je suis en train de dire plus tard quand on reviendra sur l'interprétation microscopique de manière plus précise. Et donc ici, pour un gaz parfait, ça vous dit que l'énergie interne, c'est simplement la somme des énergies cinétiques de toutes les particules. De I égale 1 à grand N. Donc énergie interne, c'est ça. C'est-à-dire c'est de l'énergie qui est dans le gaz. On ne la voit pas en quelque sorte parce que c'est de l'agitation microscopique. Les vitesses, elles ont toutes des vitesses différentes. Si vous regardez dans cette salle-là, vous isolez entre votre main comme ça de l'air, vous n'avez pas l'impression qu'il y a de mouvement.
l'air il est immobile, vous ne sentez pas spécialement de force sur vos mains. En fait, si, vous sentez la pression, mais vous êtes tellement habitué que vous ne la sentez pas. Voilà, et donc vous dites, ça ne bouge pas là-dedans. Bah, si, ça bouge même beaucoup. Hein, ça bouge avec des vitesses qui sont de l'ordre de... Vous savez la vitesse typique d'agitation des molécules dans l'air, hein, c'est 300 mètres par seconde, hein, c'est à peu près la vitesse du son. C'est énorme, hein, ça bouge très vite là-dedans. Simplement, ça bouge très vite, mais pas longtemps parce que ça tape le voisin, qui tape le voisin, etc. C'est du billard, hein, mais ça a vraiment des vitesses importantes. Donc cette énergie, elle est interne dans le sens où on ne la voit pas, c'est pas un mouvement macroscopique, il n'y a pas des vents à 300 mètres par seconde qui se baladent dans la pièce. Okay, mais elle est quand même là, cette énergie. Ce que je suis en train de vous dire là, Joule n'en avait pas la moindre idée. Hein. On n'avait pas l'idée encore de la matière qui serait faite comme ça, de molécules qui bougent dans tous les sens. Donc ça, gardez-le en tête, ça va servir à comprendre quelques faits expérimentaux qu'on verra un petit peu plus tard. Donc on va étudier maintenant quelque chose qui s'appelle la détente de Joule. Pour ça, on a besoin aussi, je marquais aussi loi de Joule. Joule a imaginé et réalisé l'expérience suivante. Vous avez ici du gaz, vous avez ici du vide, et vous avez ici une paroi qui est fragile, une paroi en verre, par exemple. Voilà. Le tout étant dans une enceinte qui est calorifugée. Calorifugée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur tout à fait avec l'extérieur. Il n'y a pas de chaleur qui peut passer de l'extérieur à l'intérieur, ni vice-versa. D'accord ? Le gaz ici a une certaine température, c'est 0. Et l'expérience de Joule, ça consiste à, d'un coup, briser la vitre. Bling. Donc on a par exemple une manière de faire ça assez simple, c'est de mettre une petite bille ici. On met tout vertical, on met une petite bille, on laisse tomber la bille, paf, sur le verre. Ça la fissure, et du coup, avec la pression du gaz là, ça casse tout, et le gaz prend tout le volume possible. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de travail qui soit apporté au cours de du bris de la glace qui est ici. On envoie une bille, mais avec vraiment un apport de travail minimal, le plus petit possible. On prend une vitre très fragile. Et donc on s'arrange pour que Q est égal à 0, on n'apporte pas de chaleur, on n'en ressort pas non plus, et pour que W soit égal à 0. D'après le premier principe qu'on vient de voir, ça veut dire que delta U est égal à 0. C'est ça que voulait faire Joule dans cette expérience, c'était faire une expérience qui soit à énergie interne constante. Bon, quand on fait cette expérience, on s'aperçoit que le gaz qui était ici occupe tout le volume. Et qu'est-ce qu'il advient de la température, à votre avis? Normalement, le retard. Q égale 0. On va s'équilibrer avec la température. Alors le vide n'a pas de température, donc ça va être difficile. La pression, elle fait quoi? Elle diminue là. Probablement, ouais, mais c'est la température que je vous demande. Elle est constante. C'est le volume qui augmente. Toi, tu dis que la température est constante? La pression augmente. Alors, dire que la pression diminue et que le volume augmente, c'est vrai, mais ça ne vous dit rien sur la température. Ça peut se faire à température constante ou pas. Non. En même temps, quand il y a la dilatation, le gaz il dilate. Oui. Donc la température diminue. Donc la température diminue. Ça marche pas comme ça. Ouais. Vous avez tous cette intuition-là. Alors, il se trouve que quand on le fait effectivement en pratique, avec de l'air, il y a une légère diminution de température. Mais, plus on s'approche des conditions dans lesquelles la loi des gaz parfaits est valable, plus la variation de température est petite. Et pour un gaz parfait, la température ne change pas. En fait. C'est bizarre, hein? Vous allez voir que dans 5 minutes, ça va vous paraître évident que la température ne change pas. Même dans 1 minute, le temps que je fasse une phrase. Pour un gaz parfait, la température ne varie pas.
Alors, je vais mettre la température finale est égale à la température initiale. Pourquoi ça va être évident, ça, en fait? Eh bien, regardez l'expression qui est ici. L'énergie interne, c'est donné par cette quantité-là. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais que vous savez probablement, et qu'on verra plus tard, c'est que la température est reliée aussi à quelque chose là. Dans la température, elle est liée à ça, là, aux vitesses qui sont ici. Vous avez déjà vu que la vitesse, c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique, c'est l'agitation des molécules. On verra en fait plus tard que la température, c'est précisément la moyenne de ça, la moyenne du carré de V. On appelle ça vitesse quadratique moyenne. Quand on fait l'expérience qui est ici, là, les particules qui sont là-dedans, elles ont une certaine vitesse. Le fait de tout d'un coup enlever la vitre, ça ne change pas leur vitesse du tout. Celles qui allaient par là-bas avec une certaine vitesse, du coup elles sont libres d'aller là-bas. Celles qui allaient par là-bas, elles continuent d'aller par là-bas. Et ce que ça fait simplement, c'est que les particules ont un volume plus grand à explorer, mais elles gardent la même vitesse toutes. Donc du coup, la quantité qui est ici est la même, et donc ça c'est dire que l'énergie interne totale est la même, et donc la température est la même. La température est la même parce que la vitesse des particules ne change pas au cours de l'expérience. D'accord? Ouais, mais... Oui, ça marche que pour les gaz parfaits, parce que, on verra, donc ça va expliquer peut-être un petit peu le bémol que j'ai mis tout à l'heure. Pour un gaz non parfait, il y a aussi une énergie d'interaction entre les molécules. Plus les molécules sont près les unes des autres, plus leur énergie d'interaction est faible. Donc si vous essayez de les écarter, vous leur apportez de l'énergie potentielle. Quand on passe de là, où il y a une certaine distance moyenne entre les molécules, à là où la distance moyenne est plus grande, il faut en fait les écarter, les molécules. Donc la particule qui va l'explorer, cette partie-là du récipient, elle va s'écarter des autres molécules et donc elle va perdre de l'énergie potentielle. Donc du coup, ça modifie l'argument ici que je viens de faire. Ça, on y reviendra en détail plus tard. Et du coup, les particules, elles vont... là où on a coupé en deux la boîte, là, oui. Les particules, elles vont taper beaucoup plus souvent que dans le gros volume. Oui, donc elles vont taper plus souvent, ça veut dire que la pression est plus importante. La pression, c'est exactement ça, c'est relié au... Quand on va choquer les parois, ça ne va pas dégager aussi de la chaleur? Non, ça c'est la pression en fait. Les chocs des particules sur les parois, c'est vraiment ça qui définit la pression au sens mécanique. Ça aussi, on verra quand on reviendra sur l'interprétation microscopique. Mais non, ce que tu es en train de dire là, c'est vraiment c'est très judicieux. Ici, ça tape plus souvent que là, hein, mais ça veut dire que la pression ici est plus importante que là. Ce que vous aviez déjà intuité, hein, de toute façon. Alors, les conséquences de ça, donc ça nous dit que finalement l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Donc si la pression change, le volume change, on s'en fout. Hein, ça ne peut pas dépendre du volume et de la pression, puisqu'en faisant varier ces deux quantités-là, l'énergie interne ne change pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la première loi de Joule. Conséquence immédiate de ça. Vous allez voir que c'est assez puissant, hein. C'est que des phrases, donc on se dit ouais c'est un peu pipeau et tout, vous allez voir qu'en fait on arrive rapidement à des choses quantitatives importantes. Là ça va être le cas ici pour ce que je vais écrire maintenant. Je vous ai dit la dernière fois quand on a parlé de chaleur, que la quantité de chaleur élémentaire reçue au cours d'une transformation, ça pouvait s'écrire sous cette forme-là, CVDT plus L dV. J'avais écrit ça comme ça, ou je vous avais dit que le coefficient L qui était ici, pour l'instant on ne savait pas trop ce qu'il valait, ça dépend des systèmes, etc. On va le déterminer pour un gaz parfait maintenant en utilisant le premier principe de la thermodynamique. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment extrêmement simple. J'ai écrit ici la quantité de chaleur élémentaire. Je vais écrire maintenant le travail élémentaire
Si on a une transformation qui est quasi statique, le travail s'écrit moins PDV. Donc, le premier principe nous dit que la variation d'énergie interne, c'est la somme de ces deux trucs-là. Donc c'est CV dt plus L moins P dV. Or, d'après ce qu'on vient de voir, l'énergie interne ne dépend que de la température. Donc le terme qui est ici est nécessairement nul. U ne dépend que de T, donc si je change autre chose que T, ça ne change pas U. Donc ici, ça fait forcément 0. Donc, L est égal à P. Voilà, on vient de montrer que le L qui est ici vaut P pour un gaz parfait. C'est-à-dire que, donc pour un gaz parfait, delta Q est égal à CV dt plus P dV. Pour un gaz parfait. Donc ça veut dire qu'on sait maintenant calculer les quantités de chaleur facilement pour un gaz parfait. On a une expression ici qui fait intervenir que la pression, le volume, la température, et puis ici une quantité qui est déterminée expérimentalement, la capacité calorifique à volume constant. Et si je vous dis on élève la température de temps et on élève le volume de temps, vous saurez calculer la quantité de chaleur qu'il faut pour ça. Ça va ça ? Alors ça semble simple, hein, ça l'est d'ailleurs, hein, c'est simple, mais je vous invite vraiment à vous tester vous-même sur ça de temps en temps, vous dire tiens, est-ce que je sais redémontrer ça par exemple ? Est-ce que je sais démontrer que L égale P ? Ça c'est typiquement le truc que je peux vous demander en contrôle. Vous avez un contrôle dans pas trop longtemps là, donc il y aura des questions de cours, c'est sûr, quelques-unes. Ça pourrait être ça. Hein. D'accord ? Alors, nous en arrivons au truc de fou. L'enthalpie, c'est 6. Alors, on va commencer par, encore une fois, une expérience de pensée. Et on va faire deux expériences différentes simultanées. On a un gaz, le même, donc ça c'est censé avoir la même taille. Un gaz qu'on va supposer parfait si jamais on a besoin de l'hypothèse. Et dans un premier temps, ici, on va supposer que le volume est constant. Donc pour ça, je vais mettre ici des grosses cales. Pof, on empêche le piston de bouger. Et ici, on va supposer que la pression est constante. D'accord, donc tout simplement ici, j'ai un système avec un piston qui est libre de se déplacer vers le haut et vers le bas. Si on agit sur le système, le piston va éventuellement bouger. Et on va apporter de la chaleur au système en le chauffant, par exemple, je mets une bougie en dessous. Et on va considérer ce qui se passe quand on apporte, dans les deux cas, une quantité de chaleur Q. Et je vais même considérer quelque chose d'élémentaire, une quantité de chaleur qu'on va considérer petite, delta Q. Si on mesure l'élévation de température du gaz dans les deux cas, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'intéressant sur la comparaison de ces deux expériences ici? Dans le premier, ce sera plus grand. Dans le premier, la température va plus s'élever que dans le deuxième, oui. Pourquoi? Parce que le volume va augmenter, du coup la pression n'a pas besoin d'augmenter, la température n'a pas besoin d'augmenter vite. Oui, alors c'est une façon de le voir, effectivement. C'est un gaz parfait, donc le PV reste constant, donc on est obligé de mettre la température.
Vas-y, redis. Non, sérieux, vas-y, redis. Le volume reste constant. Donc ici, le volume reste constant, oui, donc. C'est tout. Ah non, c'est. C'est un peu court, jeune homme. Alors, une autre façon de le voir, si je calcule le DU ici, dans le premier cas, DU est donné par delta Q plus delta W, ça c'est le premier principe qui nous dit que vaut le travail reçu par le gaz dans la première expérience. 0. Parce qu'il ne change pas de forme, il ne change pas de volume. Donc ici, ça c'est 0. Donc on a ici simplement delta Q. Dans le deuxième cas, DU est égal à delta Q plus delta W, mais delta W ne vaut pas 0. Ça vaut quoi? Si la transformation est quasi statique, le travail ici c'est moins PDV. Donc c'est inférieur à delta Q. Donc si on apporte une même quantité de chaleur, l'élévation ici d'énergie interne est plus petite dans ce cas-là que dans ce cas-là. Or, pour un gaz parfait, ça j'aurais peut-être dû l'écrire plus tôt, mais tant que ça apparaît ici. Comment est-ce qu'on exprime DU? C'était ce qui était là, hein. Je n'ai peut-être pas encadré ça non plus, j'aurais peut-être dû, je vais réécrire. Comme pour un gaz parfait, le terme qui est ici est nul, ça veut dire que DU est donné simplement par ce qui reste ici. Hein. Donc DU, c'est simplement CV dt. Donc c'est directement proportionnel à l'élévation de température. Vas-y. Dans le cas du volume constant, ça ne gêne pas que la variation d'une fonction d'état soit égale à la variation d'une fonction qui n'est pas d'état? Non, ça ne gêne pas, parce que ça, c'est une égalité. Je ne dis pas que cette égalité-là est vraie là tout le temps, précisément pour toutes les transformations. Elle l'est pour celle-là. Donc, quand on va d'un état à un autre, le DU va être le même pour toutes les transformations, si ça mène du même état initial au même état final. Mais par contre, dans certains cas, ça sera égal à delta Q, dans d'autres cas, ça sera un autre delta Q plus un delta W, etc. Le DU, l'élévation de la variation d'énergie interne, est proportionnelle à la température. Donc si la variation d'énergie interne est plus petite dans ce cas-là que dans celui-là, ça veut dire que l'élévation de température est plus petite dans ce cas-là que dans ce cas-là. D'accord ? Le lien avec l'enthalpie. L'enthalpie, c'est justement une quantité qui permet de tenir compte de l'énergie qu'on a gaspillée en quelque sorte pour expandre le système. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé que vous chauffez du gaz, donc vous amenez avec votre bougie, vous mettez ça là-dessous, donc il y a de la chaleur qui va aller dans le gaz, qui va servir à augmenter la température, c'est-à-dire augmenter la vitesse quadratique, enfin la vitesse moyenne en gros des particules, mais ça ne va pas servir qu'à ça. Le gaz est libre de s'expandre, il va le faire. S'expandre, je vous rappelle que ici il y a une certaine pression, la pression atmosphérique par exemple. S'expandre, ça veut dire pousser contre la pression atmosphérique. Donc on ne s'en rend souvent pas compte. Parce que si vous essayez de soulever cette table ici, la pression atmosphérique en dessous et au-dessus se compense. Donc il n'y a pas vraiment de travail des forces de pression. Si on fait l'expérience de l'autre fois, là, où je vous mets dans une boîte vide, vous ferez cette expérience-là un jour. Je vous mets là-dedans, vous êtes là comme ça. C'est super dur. Vous poussez sur le piston. Vous retenez votre respiration, paf, je fais le vide là-dedans. Là, il y a la pression atmosphérique, là, il y a le vide. Bon allez, je suis gentil. Je vous mets une combinaison. Vous tenez le truc là-haut, donc déjà c'est pas évident. Si je vous demande maintenant de pousser ici le piston de 10 cm vers le haut, je vous garantis que ça va être difficile. Hein. Vous vous rappelez le calcul de l'éléphant l'autre fois. Hein. En gros, si vous avez ici quelque chose qui fait 1 ou 2 mètres carrés, c'est soulever un éléphant à bout de bras. Hein. C'est exactement ça. Donc, expandre un système qui doit s'expandre contre la pression atmosphérique, il doit fournir du travail. Donc là, pour revenir au gaz, là c'est pas un bonhomme, mais c'est un gaz dedans qui pousse, vous lui fournissez de l'énergie, donc il se chauffe, une partie de l'énergie est gaspillée pour pousser le piston. Et donc à la fin, du coup, il en reste moins pour l'échauffement ici. D'accord ? L'enthalpie, ça sert précisément à tenir en compte cet effet-là. Et c'est pour ça que c'est défini de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, ça va vraiment juste être une définition. On définit une nouvelle fonction d'état
H est égal à U plus le produit de la pression par le volume. Quelle idée bizarre. Peu importe, on va voir. C'est intéressant. Ça, c'est la définition de l'enthalpie. Quelle est la variation d'enthalpie au cours d'une transformation? dH, c'est défini par du plus d de PV. La différentielle d'un produit, vous savez ce que ça fait PDV plus VDP. Si j'applique le premier principe, le DU qui est ici, d'après les premiers principes, c'est delta Q, plus le travail élémentaire. Le travail élémentaire, c'est moins PDV. Ah, vous voyez un truc super intéressant ici, d'ailleurs c'était fait pour ça. Ça se simplifie avec ça. Et il reste simplement DH est égal à delta Q plus VDP. Du coup, dans la deuxième expérience, dans celle-ci là, qui se fait à pression constante, si la pression est constante, le deuxième terme qui est ici est nul. Et donc, à pression constante, on a delta H est égal à Q, la quantité de chaleur reçue. On peut le noter sous les deux formes. On a d'une part dH est égal à delta Q, et d'autre part delta H est égal à Q. Pour des transformations à pression constante. Donc, l'enthalpie, c'est une fonction d'état qui vous dit combien de chaleur il faut apporter pour faire une transformation voulue à pression constante. L'énergie interne, c'est pas vraiment ça ne vous donne pas autant d'informations que vous voudriez dans ce cas-là. Parce que si vous voulez échauffer le système d'une certaine manière, l'échauffer de 10 degrés par exemple, si vous utilisez bêtement l'énergie interne pour ça, vous allez vous dire, ben, je veux élever le... On va prendre un exemple précis. Sinon je vais vous perdre. C'est pas H égale à delta Q. Non. Ici, c'est pas H égale à delta Q, c'est bien la variation de la fonction d'état H, c'est-à-dire le H final moins le H initial, qui est égal à Q. Un delta Q, un grand delta Q, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une fonction d'état. D'accord ? Donc je vais prendre un exemple précis ici pour vous dire pourquoi cette enthalpie elle est si intéressante. Je vais faire ça ici, je ne voudrais pas trop effacer le truc non plus. Imaginons qu'on veuille échauffer 100 grammes d'eau. Alors là, c'est des gaz parfaits, donc... Non, peu importe, là, je n'ai pas utilisé le fait que c'était des gaz parfaits. Échauffer 100 grammes d'eau de 10 degrés. Imaginons qu'on veuille faire ça. Quelle quantité de chaleur il faut que j'apporte? Vous avez envie de dire, peut-être, ben c'est facile. On a la variation d'énergie interne qu'on veut, c'est CV delta T. Ça vaut 10 degrés. Ça vaut combien le CV de l'eau? L'eau, c'est 4,18 joules par gramme. Donc 100 grammes, ça fait 418 joules. Alors c'est des joules par gramme par Kelvin. Donc ça fait 418 joules par Kelvin. Un écart de 10 degrés C, c'est aussi un écart de 10 Kelvin. C'est pareil, vous vous rappelez, les écarts de température, on peut les mettre aussi bien en Kelvin qu'en degrés Celsius. Et donc ici, on a une variation d'énergie interne de 4180 joules. Donc voilà la variation d'énergie interne qui va correspondre à cette élévation de température-là. Vous vous dites, bah, très bien, je prends un briquet qui a juste assez de réserve pour fournir comme énergie 4180 joules. Et je vais chauffer mon système avec 4180 joules. Si vous le faites dans ces conditions-là, à volume constant, ça va marcher nickel. À la fin, votre système se sera chauffé de 10 degrés. Si vous le faites dans ces conditions-là, ça ne marchera pas. Vous allez certes apporter 4180 joules, mais une partie de l'énergie va servir à pousser le piston ici. Et à la fin, la variation de température va être plus petite. Donc si vous voulez savoir combien d'énergie il faut apporter là, ce n'est pas ce calcul-là qu'il faut faire. À pression constante, il faut écrire que delta H est égal à... Alors ça, je vais l'écrire tout à l'heure. Ce que je vais écrire ici, je prends un petit peu d'avance, on verra que c'est CP delta T. Delta H égale à CP delta T.
le CP de l'eau n'est pas tout à fait le même que celui du CV, vous faites le calcul et vous allez trouver ici quelque chose de plus grand. Donc vous allez trouver qu'il faut apporter une énergie plus grande que celle-là pour qu'à la fin vous ayez élevé votre quantité d'eau de 10 degrés. Donc l'enthalpie, ça sert à ça. Je vais vous faire une analogie pour ça, une analogie que j'aime bien. Je ne sais pas si vous allez l'aimer, on va voir. Vous êtes richissime. D'accord ? Ça commence bien, un peu de rêve. Donc vous êtes multimilliardaire, mais vraiment, vous en avez plein les fouilles, quoi, d'accord ? Et donc vous manipulez souvent des billets, mais vous n'avez pas confiance dans les banques, vous mettez ça chez vous. D'accord ? Vous avez chez vous votre fortune, vous en avez vraiment plein. Vous allez mettre ça quand même dans des coffres. Des coffres forts. Un coffre-fort, ça coûte de l'argent. Imaginez qu'un coffre-fort contient 10 000 euros. C'est un petit coffre. D'accord ? Vous avez ça en billet de 1 euro. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Ça contient 10 000 euros. Écoute, 1 000 euros. Ah ouais, c'est pas le petit coffre. Non, c'est du luxe. D'accord ? Si, donc, vous essayez de stocker votre argent comme ça, vous êtes chez vous, vous recevez 1000 euros, vous avez 10 000 euros en billets, vous allez les mettre dedans, et ça va vous coûter 11 000 euros. Vous allez vous retrouver dans une situation suivante, vous avez ici plein de billets, hop. À la fin, vous avez dans un coffre vos billets, ça c'est censé être les billets, ça c'est le coffre, qui sont là-dedans. Et ça vous a coûté 11 000 euros. D'accord ? Si vous comptez votre fortune, vous vous dites, ben voilà, j'ai en fait, ce qu'il y a là-dedans en billets, c'est 10 000 euros. Ça, c'est l'énergie interne, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a dans le système. C'était tout à l'heure pour delta U, c'était vraiment ce qui était dans l'agitation thermique des molécules. Mais pour mettre 10 000 euros là-dedans, ça vous a coûté plus. Ça, c'est l'enthalpie. C'est ce qu'il a fallu, c'est le coût que ça vous a, ce que vous a coûté pour faire de la place. Tout à l'heure, le gaz, il fallait qu'il pousse pour se mettre dedans. Là, il faut avoir des coffres pour mettre de l'argent dedans. Les deux quantités sont intéressantes, mais elles ne disent pas la même chose. Ça vous dit quelle est la quantité de billets que vous avez, alors que ça vous dit combien ça vous a vraiment coûté. Et dans un certain sens, le delta H, ici, il est plus intéressant. Parce que si vous en êtes ici et que vous voulez récupérer votre argent, vous allez piocher les 10 000 euros, vous allez revendre le coffre. Donc, pour 10 000 euros que vous avez dans les coffres, vous allez récupérer 11 000. Donc, c'est ça vraiment qui vous dit quelle est la fortune en fait que vous avez. Hein ? Donc, tout à l'heure, pour le gaz, c'est pareil. L'enthalpie, ça vous dit vraiment quelle est la quantité d'énergie disponible dans les conditions de la transformation. Si vous faites la transformation dans un sens, ça vous coûte de l'énergie de faire de la place pour le gaz, donc vous avez l'impression d'en perdre d'énergie, mais ce n'est pas vraiment le cas, parce que si après vous recomprimez le gaz, c'est de l'énergie que vous allez gagner, l'atmosphère vous pousse sur votre système, et l'énergie, vous allez finalement la récupérer. Donc l'enthalpie, c'est ça, l'énergie interne, c'est ce qu'il y a là-dedans. Ce sont deux quantités qui ne disent pas la même chose sur le système. On aura l'occasion d'y revenir sur ça, sur la différence entre enthalpie et énergie interne. En chimie, vous avez probablement beaucoup utilisé ça en thermochimie. Parce qu'en thermochimie, c'est vraiment ça qui vous intéresse. Vous êtes à pression constante, et vous, ce que vous voulez savoir, c'est de combien il faut que j'apporte de chaleur pour que la réaction se fasse. Y compris le fait que lorsque la réaction se fait, peut-être qu'il faut que ça pousse l'atmosphère. Et ça, c'est le cas, donc il faut en tenir. Ok ? Bon, je vous laisse méditer sur ça. Je vais vous montrer le petit bout là. Vous mettez que DH est par ça. Et ça s'appelle K, des gaz parfaits. Et là, je vais juste vous énoncer la loi. La deuxième loi de Joule,
Donc Joule, il a aussi fait des expériences dans lesquelles l'enthalpie était constante et non pas l'entropie. Dans lesquelles l'enthalpie était constante et non pas l'énergie interne. Et il s'est aperçu aussi de la même manière que l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépendait que de la température. Donc ça découle d'expériences un petit peu différentes de celles que je vous ai présentées, dans lesquelles on s'arrangeait pour que delta H soit égal à 0 dans la transformation. Donc la deuxième loi de Joule, c'est que l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et du coup, les conséquences sont les mêmes que tout à l'heure. C'est-à-dire que, conséquence importante, c'est qu'on peut aussi exprimer le delta Q. Je vous en avais écrit ça une autre forme la dernière fois, c'était CP1 avec CP cette fois, plus H dP. Vous vous souvenez, j'avais écrit deux expressions pour delta Q, il y en avait une avec CV et L, on vient d'en parler, et il y avait celle-là avec CP et H. Ça, c'est intéressant parce que si dH ne dépend que de la température, je vais exprimer le dH ici. dH, c'est delta Q, c'est dU plus D de PV, c'est-à-dire c'est dU plus PDV plus VDP. Voilà. Comme tout à l'heure, en fait, je vais reprendre l'expression qui est ici. En fait, j'aurais même pu prendre carrément celle-là. Le dU ici est donné par delta Q plus... Allez-y, hein, s'il y a un truc qui... Non, ça va? Ça, c'est delta Q plus le travail, c'est-à-dire moins PDV. Ça simplifie avec ça, et on arrive ici finalement à l'expression delta Q plus VDP, c'est l'expression qui était là-bas. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Le delta Q qui est ici, je le remplace par l'expression qui est ici. Et donc ça c'est égal à CP dt plus H plus V dP. Donc j'ai mis ensemble ce terme-là avec celui-là. L'expression delta Q ici pour donner ça. Si, d'après la deuxième loi de Joule qui est ici, l'enthalpie ne dépend que de la température pour un gaz parfait, donc ce terme-là nécessairement doit être nul. Donc ça vous dit deux choses. Ça vous dit d'une part que pour un gaz parfait H est égal à moins V. Et DH est égal à CP dt. Et H égale à moins V, ça veut aussi dire que delta Q est égal, je vais remplacer dans l'expression qui est au-dessus, CP dt moins V dP. Voilà, donc vous avez ici une deuxième expression de delta Q dans lequel, donc pour un gaz parfait, on a remplacé le coefficient général H ici par ce que ça vaut, c'est-à-dire moins V. Et alors du coup, ça conduit aussi très facilement et très rapidement à une relation que vous connaissez probablement, la relation de Meyer. Pour ça, je vais résumer ce qu'on a trouvé, parce que ça en découle directement. Pour un gaz parfait, delta Q est égal d'une part à CVTP plus PDV. Monsieur H, c'est le volume en plus. Pardon? H, c'est le volume en plus. C'est quoi? Petit h ici, Oui. c'est le coefficient qui est là. De manière générale, le oui, delta oui, Q oui, s'écrit comme ça. Ouais, Bon, visiblement vous êtes un petit peu en arrière, je vais vous laisser noter. Ça c'est bon, tout le monde a signé la feuille de présence?
s'en souvenir? Le signe quand même. Non, il n'y a pas tout moyen. Aussi, P. P comme pénible. CP, il est pénible. Alors, si vous regardez les deux expressions qui sont ici, donc elles sont égales, donc ça veut dire que ce terme-là est égal à celui-là tout le temps. Et ça va nous donner une relation entre CP et CV. En fait. Donc ça nous dit que CVDT plus PDV est égal à CPDT moins VDP. Regardez bien, bien dans les mains, bien dans les poches. Je vais passer ce terme-là de ce côté-là, et je vais passer ce terme-là de ce côté-là. Je le fais. VDP plus PDV. Je vais marquer ce que je fais. Lui qui va là-bas et lui qui va là-bas. Égal à CP moins CV fois DT. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que ça, c'est D de PV. Or, pour un gaz parfait, PV c'est nRT. Donc ça, on peut noter NR fois DT. Les DT se simplifient. Et ça vous dit, ça, simplement, que CP moins CV est égal à N fois R. R, c'est la constante des gaz parfaits. Hein. Et N, c'est le nombre de moles. Voilà. Pour un gaz parfait, on a forcément cette relation. Donc ça veut dire, ça, si vous connaissez la capacité calorifique à volume constant CV, et ben vous connaissez aussi CP. Simplement, il suffit d'ajouter NR. D'accord? Donc ce ne sont pas deux quantités indépendantes. Ce qui intervient là et là ne peuvent pas être choisis indépendamment. Enfin, pour un système, si vous connaissez l'un, l'autre, il est relié nécessairement par ça. Enfin, pour un gaz parfait. Donc ça s'appelle la relation de Meyer. Vous l'avez déjà vu? Non, ça vous dit rien? Non. Bon, ça, on aura l'occasion d'utiliser. Ça intervient notamment. Vous verrez qu'un petit peu plus tard, quand on a des transformations qui sont adiabatiques, il y a un coefficient qui intervient. Je le note là, je vais l'effacer, mais c'est juste pour vous donner un peu une prévue de ce qui va se passer après. On a ce coefficient-là qui intervient souvent, CP sur CV. Donc ce coefficient-là, ça veut dire qu'en utilisant la relation faite ici, on peut l'exprimer juste en fonction de CP ou en fonction de CV. Voilà. On aura l'occasion de vous dire. Ok. Bon, bah très bien. Je suis allé plus vite que ce que je voulais, donc ça veut probablement dire que je suis allé trop vite. Ceci dit, on ne va pas s'ennuyer pendant un quart d'heure. Je ne sais pas la question, mais si vous avez si vous voulez qu'on vienne sur des trucs ici, n'hésitez pas, on a le temps. Non, bah le mieux c'est peut-être du coup de manipuler tout ça. Je vais vous faire des exos vraiment très simples pour que ça commence à rentrer un petit peu. 7. Application. Un gaz parfait, ça va ressembler à un exercice. Est porté de la température T0 à T1 à volume constant. Calculer la quantité de chaleur reçue.
après, vous ferez pareil à pression constante. Et puis vous calculerez, on va calculer le travail aussi. Vous calculez aussi le travail. Je mets dans une autre couleur, la question suivante, c'est la pression constante. Donc c'est pas les deux en même temps, hein, c'est l'un puis l'autre. Parce que si le volume et la pression sont constants, pour un gaz parfait, il ne se passe pas grand-chose. Allez-y. Ok. Très bien. C'est ça? Oui. Ça se lâche, hein? Ouais, ça peut aller. Donc ça, c'est des questions de niveau 0,5. Après, on fera des questions de niveau 1. Alors effectivement, presque. Alors il y a un problème avec la notation. Ça, c'est delta Q, c'est un truc qui est petit. Ça, c'est un PDV, c'est petit. Alors que là, c'est quelque chose qui est grand. Ça serait CV dt en fait. Ou alors Q est égal à tout ça. Alors ici, si tu as volume constant, ce truc-là, il ne peut pas trop t'embêter. Hein. Oui, il est nul. Alors, l'enlever, ça ne veut pas dire enlever le DV, c'est que le DV vaut 0. Hein. C'est avec tout le PDV gagné. Ok, très bien. Et W. Ouais, ça sera un delta. Un D devant un W, c'est forcément un problème. Oui. La variation du travail est nulle. Le travail, il est quoi? Alors, c'est pas la variation du travail, c'est ça qui est un peu subtil. C'est un travail qui est petit. C'est un petit travail. Un travail, c'est un échange. C'est pas une quantité. Donc vous avez dû écrire quelque chose comme delta Q égale à CV dt plus PDV, sachant que dans la première situation, le volume est constant, ça fait 0. Donc delta Q c'est simplement CV dt, donc quand on intègre, Q c'est CV, facteur de delta T, c'est-à-dire T1 moins T0. Ça va pour tout le monde ça? Et delta W, c'est moins PDV, ça fait 0, et donc le travail total est nul. Ça va aussi? Alors vous endormez pas parce que ça va devenir un petit peu plus compliqué juste après. Hein. Delta Q, dans le deuxième cas où la pression est constante maintenant, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire ici? Cette fois-ci, on va plutôt utiliser l'autre expression, CPDT, moins VDP. Cette fois-ci, c'est ce terme-là qui est nul, et donc ça fait simplement Q est égal à CP delta T, donc T1 moins T0. Et pour le travail,
delta W est égal à moins P V1 dV, et cette fois-ci, effectivement, ça fait que W, dans la pression constante, ça fait moins P, facteur de V1 moins V0. Là, c'est assez rigolo, ça, on peut le manipuler, parce que ça fait PV1 plus P0, PV0. Or, ça, c'est NR T1, PV, c'est NRT. Donc, ça fait moins NR, je vais faire différemment, c'est NR, facteur de T0 moins T1. Voilà, on peut l'écrire comme ça. On aurait pu utiliser, on aurait très bien pu calculer le delta Q ici, hein. Enfin, pardon, ce delta Q là puis le Q total en utilisant cette expression-là. Vous voulez qu'on fasse juste pour voir ce que ça donne? C'est juste pour manipuler un petit peu toutes ces grandeurs. Donc, dans le cas où la température, où la pression est constante, je vais garder la même couleur ici. Voilà, je vais marquer itinéraire mission. Ça va être un peu plus comme ça, mais c'est plus joli. Non, ça va pas être plus joli en plus. On peut écrire que delta Q est égal à CV dt plus PdV. Donc j'ai tout à fait le droit d'écrire ça, c'est vrai tout le temps. Simplement ici, maintenant, le dV n'est pas nul, dans le cas où la pression est constante. Qu'est-ce que ça change, ça? On peut quand même le calculer, puisque ça, CVdt, je le laisse comme ça. Pour un gaz parfait, la pression, c'est nRT dV sur V. Est-ce que ça m'aide, ça? Non, ça m'aide pas du tout, pardon. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Pardon. Je suis en train de me dire que ça va être tordu, donc j'imaginais tout tordu, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Le Q, quand on intègre ici, ça fait CV facteur de T final moins T initial. Plus, là, on peut intégrer, la pression est constante, donc c'est ce qu'on a fait là-bas. Hein, ça, c'est P facteur de V final moins V initial. Or, je fais le même truc que tout à l'heure. Ça, c'est CV facteur de T1 moins T0. Plus PV1, ça c'est NR T1. Et P fois V0, c'est NR T0. Je peux mettre là-dedans T1 moins T0 en facteur. Je me retrouve avec CV plus NR. Et là, alléluia, les anges à leur trompette, ça c'est CP. Donc ça fait CP, facteur de T1 moins T0. Donc c'est effectivement le même résultat que celui qui est ici. On trouve la même chose, hein. Les deux expressions ici, celle-là et celle-là, sont vraies tout le temps. Hein. Donc simplement celle-ci était plus facile à utiliser. On trouve le même résultat dans les deux cas. Vas-y. Non, c'est moi qui me suis. Ok, exercice de niveau suivant. Vous êtes prêts? Maintenant, vous allez considérer un gaz parfait qui est porté du volume V0 à V1, et cette fois-ci à température constante. Soyez forts, soyez braves. Si vous arrivez à faire ça, là, ce qui vient, vous arriverez à faire beaucoup de choses dans la suite. Hein. Et c'est pas pour vous dire que c'est compliqué, ça ne l'est pas. C'est juste si vous arrivez à écrire les choses correctement et à mener le résultat au bout, c'est que c'est bon. Alors, qu'est-ce qui t'embête avec ça? Tu viens là-dessus comme si tu voulais utiliser ça. Tu as le droit, hein? Qu'est-ce que, dans cette expression-là, qu'est-ce qui se passe quand on a la température constante?
Voilà, donc le premier terme est nul, effectivement, il reste simplement PDV. Alors, il faut savoir si à partir de delta Q égale PDV, si du coup on peut en dire quelque chose, c'est de là qu'il va falloir partir. Du coup, le travail, c'est juste l'opposé des flux. Excellente remarque, le travail est l'opposé de Q. Alors pourquoi tu dis ça? Ah non, mais je dis ça parce que c'est la formule, mais je... D'accord, alors c'est la formule. Alors en fait, ça vient de quelque chose de plus profond. Ouais. Pour un gaz parfait, comme l'énergie interne ne dépend que de la température, si la température est constante, l'énergie interne ne varie pas. Donc delta U est égal à 0. Or, delta U, c'est Q plus W. Donc effectivement, Q plus W est égal à 0. On va trouver que l'un est l'opposé de l'autre. Ça vient de là, en fait. Hein. Tout à fait. Maintenant, il faut en trouver un, on peut en trouver l'autre. Alors, je ne vais pas non plus vous lâcher trop tard. On part, je ne sais pas, n'importe laquelle. Par exemple, CVDT plus VDP plus PDP. Si je pars de là, on est ici dans une situation où la température est constante. Ça simplifie. Qu'est-ce qui simplifie? Ça fait 0. La difficulté par rapport au cas d'avant, c'est que maintenant, on a quelque chose qui est un petit peu plus dur à intégrer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on avait la pression constante, ce que l'on avait écrit, c'était quelque chose comme ça, c'était intégrale de PDV entre l'état initial et l'état final. Le P, on pouvait le sortir de l'intégrale parce qu'il était constant, c'est plus le cas ici. Donc on est embêté. Qu'est-ce qu'on fait pour se désembêter de ce cas-là? On utilise l'autre formule, c'est-à-dire l'autre formule pour delta Q? Non, ça ne va pas nous aider. Vous pouvez essayer. Oui, on utilise la loi des gaz parfaits. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi des gaz parfaits? Que P est égal à nRT sur V. Et cette fois-ci, la température est constante. Ça, j'ai le droit de sortir de l'intégrale. Et donc, ça vous dit que c'est nRT fois l'intégrale de dV sur V. Ça, vous savez intégrer. Ça fait quoi? C'est quoi la primitive de... C'est log, effectivement. Log de V, pris entre l'état final, V1 et V0. Donc c'est aussi NR log de V1 sur V0. Voilà. C'est plié, on n'en parle plus. J'ai oublié le T. Et j'ai oublié le T. C'est plié, on en reparle un petit coup quand même pour mettre le T. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera beaucoup. Hein. C'est pas très compliqué. Quand vous l'aurez fait 4 ou 5 fois, ça deviendra un réflexe. On aura souvent des situations où on a quelque chose comme ça qu'on ne sait pas intégrer parce que ça varie. On utilise la loi des gaz parfaits, par exemple, pour sortir la variable qui est constante. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se voit demain matin à 8h30.